Chapitre 1. Les fondements de la confiance. Travis White se tenait à la fenêtre de son bureau, au 42e étage, regardant la ville s'étendre sous lui tel un échiquier, attendant son prochain coup. À 45 ans, il avait bâti White Industries à partir de rien pour en faire un empire du bâtiment valant des centaines de millions. Ses mains calleuses, vestiges de l'époque où il manipulait des marteaux sur les chantiers, signaient désormais des contrats qui façonnaient les horizons de 3 États. Ces mêmes mains avaient jadis délicatement bercé sa fille Emma, nouveau-née, 16 ans auparavant, lui promettant un monde où elle ne manquerait de rien. Sa femme, Christina, était radieuse ce jour-là, ses cheveux auburn reflétant la lumière de l'hôpital tandis qu'elle souriait à leur enfant. Ils formaient alors une famille, du moins c'est ce qu'ils croyaient. Travis avait grandi en famille d'accueil, passant d'un foyer à l'autre jusqu'à ses 18 ans, avec pour seul bagage un baccalauréat et une détermination inébranlable à ne plus jamais être impuissant. Il avait appris très tôt que les gens vous trahissent dès que cela sert leurs intérêts. Mais il avait fait une exception pour Christina et Emma. Elles étaient censées être différentes. Elles étaient censées être son sanctuaire. Christina White avait épousé Travis alors qu'il n'était qu'un simple entrepreneur en difficulté, avec de grands rêves et des dettes plus lourdes. Elle était alors agent immobilier, ambitieuse et acerbe, attirée par sa détermination brute et le feu qui brûlait dans ses yeux lorsqu'il parlait de construire quelque chose de durable. Pendant 15 ans, elle avait joué l'épouse parfaite, organisant des dîners pour des clients potentiels, gérant leur agenda social, veillant à ce que leur maison soit une vitrine digne de la réputation grandissante de Travis. Mais Christina était devenue de plus en plus agitée à mesure que l'empire de Travis s'étendait. Il travaillait 18 heures par jour, manquait les dîners de famille, et lorsqu'il était à la maison, il pensait encore aux chantiers et aux réunions du conseil d'administration. Elle s'était retrouvée à gérer une maison de maître au lieu d'un mariage, élevant Emma presque seule, tandis que Travis conquérait son monde professionnel. Cette agitation l'avait conduite au sacristain de Chad 18 mois plus tôt. Chad était tout ce que Travis n'était pas, charmant, présent et totalement concentré sur elle lorsqu'ils étaient ensemble. Il était pilote de ligne pour une compagnie aérienne privée. Grand et mince, ses tempes argentées lui donnaient un air distingué plutôt que vieux. Il avait fait irruption dans sa vie lors d'une rencontre fortuite au country club. Tout sourire et attention sans réserve. Christina se disait qu'elle méritait le bonheur. Elle avait soutenu Travis pendant les années de vache maigre, avait gagné le droit de se sentir revivre. Leur liaison avait commencé par des rendez-vous autour d'un café, devenus des déjeuners, puis des escapades le week-end lorsque Travis était en déplacement professionnel. Chad la faisait se sentir jeune et désirée d'une manière dont elle avait oublié l'existence. Emma White avait 16 ans et avait le sens des affaires aiguisé de son père. Elle avait hérité du sens de l'observation de Travis et de l'intuition de Christina, une combinaison qui ne lui échappait pas. Elle avait observé l'évolution du comportement de sa mère ces derniers mois. Le secret des appels téléphoniques, les nouveaux vêtements, la façon dont Christina disparaissait pendant des heures en prétendant faire du shopping ou rendre visite à des amis. Emma adorait son père, peut-être parce qu'elle le comprenait mieux que Christina ne l'avait jamais fait. Elle voyait comment Travis avait tout bâti à partir de rien, comment il leur avait offert une vie de luxe et de sécurité. Elle voyait aussi combien il était seul, comment il s'épuisait à subvenir à leurs besoins. L'idée que sa mère le trahisse faisait bouillir Emma d'une rage dont l'intensité la surprenait. 3 semaines plus tôt, Emma avait finalement confirmé ses soupçons en voyant Christina embrasser un homme dans le parking de l'hôtel Méridien. Elle y avait suivi sa mère, et ce qu'elle avait vu avait brisé toute trace d'innocence concernant les relations entre adultes. Sa mère n'avait pas seulement une liaison, elle prévoyait de quitter Travis. Emma avait suffisamment entendu leur conversation pour comprendre que Chad faisait pression sur Christina pour qu'elle demande le divorce, qu'elle prenne la moitié de tout ce que Travis avait construit et qu'elle prenne un nouveau départ avec lui. Il parlait de Travis comme s'il était un obstacle à éliminer, et non un mari et un père dont il détruisait la vie. Ce soir-là, Emma était allée dans sa chambre et avait soigneusement installé une petite caméra qu'elle avait commandée en ligne, la cachant derrière un cadre décoratif face à son lit. Elle avait passé le week-end chez une amie, mais elle avait donné la clé de sa chambre à sa mère des mois plus tôt, lorsque Christina avait commencé à redécorer. Elle soupçonnait sa mère d'utiliser sa chambre pour téléphoner à Chad quand Travis était à la maison, pensant que c'était le seul endroit où il ne s'immiscerait jamais. Le plan d'Emma était simple, rassembler des preuves, confronter sa mère et lui donner une chance de mettre fin à la relation discrètement avant que Travis ne la prenne. Elle espérait encore, avec l'optimisme naïf de la jeunesse, que sa famille pourrait être sauvée. Elle n'aurait jamais imaginé que sa mère et Chad découvriraient la caméra. Chapitre 2, le dénouement. L'appel est arrivé à 2h47 un mardi matin.
Travis était dans son bureau à domicile en train d'examiner les plans d'un nouveau complexe commercial lorsque son téléphone a vibré, affichant un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Les appels à l'hôpital n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Monsieur White, ici le docteur Mitchell des urgences de Saint-Marie. Votre fille Emma a eu un accident. Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un brouillard de feux rouges et de sirènes hurlantes. L'esprit de Travis ne parvenait pas à assimiler les mots « traumatisme crânien grave » et « état critique ». Emma était censée passer la nuit chez son amie Mira Brown. Comment avait-elle pu tomber dans l'escalier de leur propre maison? Christina était déjà à l'hôpital à son arrivée. Le visage rivé aux larmes et les mains tremblantes, une tasse de café froid à la main. Elle avait trouvé Emma au bas de leur escalier principal, expliqua-t-elle entre deux sanglots. Emma devait être de nouveau en train de somnambuler, un phénomène qu'elle avait déjà connu enfant, mais qui n'avait plus eu depuis des années. J'ai entendu le fracas et je suis sortie en courant, chuchota Christina d'une voix caverneuse. Elle était allongée là, Travis. Si immobile, il y avait tellement de sang. Le docteur Mitchell était un homme aux cheveux gris, au regard. Christina depuis plus de 2 ans. Travis avait compté sur cet arrange pour empêcher les questions inconfortables sur la disparition de Christina. Il a pris le téléphone d'Emma, notant l'inquiétude dans les yeux de sa fille. C'est Travis White. Monsieur White, voici la Toya Valnuela, la sœur de Christina. Je suis désolé de vous déranger, mais j'essaie d'atteindre Christina depuis des semaines et je ne peux pas lui parvenir. Son téléphone va directement à la messagerie vocale et elle n'a répondu à aucun de mes messages. Travis s'est installé en mode performance, injectant sa voix avec la lassitude d'un homme traitant d'une situation douloureuse. Je suis désolé, la Toya, mais Christina et moi divorçons. Elle est partie il y a plusieurs mois et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis. À gauche? Que voulez-vous dire qu'elle est partie? Je veux dire qu'elle a emballé un sac une nuit et est sortie. J'ai découvert plus tard qu'elle avait eu une liaison. Il y a eu une longue pause. Cela ne ressemble pas à Christina. Quels que soient les problèmes que vous avez rencontrés, elle n'abandonnerait jamais Emma. Travis a ressenti la première remuée de réelle préoccupation. La voix de la Toya était conviction, pas seulement la curiosité. Les gens font des choses inattendues quand elles sont prises dans des mensonges. Christina a fait son choix. Monsieur White, ma mère est en train de mourir. Elle demande Christina depuis des semaines. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Christina voudrait le savoir. Elle voudrait dire au revoir. L'eau glacée dans les veines de Travis s'est tournée vers la pression arctique. Une mère mourante était exactement le genre de situation qui pouvait forcer les gens à poser des questions inconfortables et à exiger des réponses insatisfaisantes. Je suis désolé d'entendre parler de ta mère, mais honnêtement, je ne sais pas comment atteindre Christina. Quand elle est partie, elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait aucun contact avec notre famille. Je ne crois pas que Christina vous quitte, mais elle ne ferait pas de contact avec Emma ni abandonner complètement sa famille. Quelque chose d'autre se passe ici. Le ton de la Toya passait de l'inquiétude à la suspicion, et Travis a reconnu le danger. La sœur de Christina allait continuer à creuser et les membres de la famille déterminés avaient un moyen d'attirer l'attention de la police lorsque leurs questions n'ont pas été répondues satisfaisantes. Je comprends que c'est difficile, a dit Travis avec soin. Mais je ne peux que vous dire ce que je sais. Christina est partie. Elle n'a pas été en contact et je me concentre sur la prise en charge d'Emma pendant cette période difficile. Je vais continuer à la chercher, et si je découvre que quelque chose est arrivé à Christina, la menace était implicite, mais claire. La Toya soupçonnait que Travis mentait sur la disparition de Christina, et elle n'allait pas laisser tomber la question. J'espère que vous trouverez les réponses que vous recherchez, a déclaré Travis. Si Christina me contacte, je lui informerai votre mère. Travis a mis fin à l'appel et a immédiatement composé Stuart Leach. L'enquêteur privé a répondu sur le deuxième anneau. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur la Toya Valnuela à Portland, Oregon, a dit Travis sans préambule. Dossier financier, antécédents professionnels, connexion familiale, problèmes juridiques, tout. Comment urgent ce soir? Et Stuart. J'ai besoin de savoir si elle a été en contact avec des organismes d'application de la loi sur la disparition de sa sœur. Compris. J'aurai des informations préliminaires dans les 4 heures. Le prochain appel de Travis a été Aaron Shannon. Le spécialiste de la sécurité travaillait en retard sur l'un des sites de construction de Travis, supervisant l'installation de nouveaux systèmes d'alarme.
J'ai peut-être un problème, a déclaré Travis lorsque Ron a répondu. La sœur de Christina pose des questions inconfortables. Quel genre de questions? Le type qui pourrait nécessiter des solutions permanentes. Il y a eu une pause. Travis, nous avons convenu que la situation du Tchad était une chose ponctuelle. Je ne suis pas en train d'éliminer chaque personne qui pourrait vous causer des problèmes. Il ne s'agit pas de commodité, Ron. Il s'agit de protéger Emma et de maintenir la sécurité que nous avons construite. Que me demandez-vous exactement de faire? Je vous demande de vous préparer à la possibilité que la sœur de Christina puisse devenir une menace pour la sécurité de notre famille. Et vous voulez que je gère cette menace de la même manière que je gérais le Tchad si nécessaire. Ron était silencieux pendant un long moment. Travis, vous parlez de tuer une femme dont le seul crime est de vouloir trouver sa sœur disparue. Ce n'est pas la justice. C'est paranoïa. C'est une protection. C'est un meurtre. Et c'est exactement le genre d'escalade qui amène les gens capturés. Une disparition peut être expliquée. 2 disparitions de la même famille soulèvent des questions qui ne disparaîtront pas. Travis a senti son contrôle minutieux commençant à s'effilocher. Il avait éliminé les menaces immédiates pour sa famille. Mais maintenant, il était confronté à la possibilité d'une série sans fin de complications et d'enquêtes. Chaque personne qui a posé des questions sur Christina a créé de nouveaux risques et de nouveaux témoins potentiels. Que suggérez-vous? Demanda Travis. Je vous suggère de trouver un moyen de faire croire à la Toya que Christina est bien vivante et bien loin. Fabriquez quelques preuves de contact. Créez une piste papier qui soutient votre histoire. Faites en sorte que sa disparition soit volontaire au lieu de se méfier. Travis a considéré la suggestion. Il avait du mérite, mais il a également nécessité une tromperie et une maintenance en cours. Chaque mensonge qu'il a créé devrait être soutenu par des mensonges supplémentaires, créant un réseau de plus en plus complexe qui pourrait s'effondrer si un seul élément échouait. Cela pourrait fonctionner, a déclaré Travis enfin. Mais j'ai besoin de savoir que vous serez disponible si la situation nécessite une intervention plus directe. Travis, écoutez-moi attentivement. Vous avez déjà traversé des lignes qui ne peuvent pas être coiffées. Mais si vous continuez à les traverser, vous allez vous détruire et Emma dans le processus. Parfois, la meilleure façon de protéger votre famille est d'arrêter de créer de nouvelles menaces. Travis a mis fin à l'appel en se sentant plus isolé qu'il ne l'avait fait depuis l'assaut d'Emma. Ron avait raison sur les risques d'escalade, mais il avait tort sur la nature de la menace. Des gens comme la Toya n'acceptaient pas les explications pratiques. Lorsque les membres de la famille ont disparu, ils ont posé des questions, exigé des réponses et impliqué les autorités lorsque ces réponses n'étaient pas satisfaisantes. Le rapport préliminaire de Stuart est arrivé 3 heures plus tard et a confirmé les pires craintes de Travis. Latoya Valenzuela était une avocate en droit de la famille liée aux forces de l'ordre grâce à ses travaux sur les affaires de violence domestique. Elle avait déjà contacté le département de police de Portland au sujet de la disparition de Christina et avait été conseillée de déposer un rapport de personnes disparues auprès de la police de la juridiction de Travis. Plus troublant, Latoya était en contact avec 3 autres membres de la famille qui étaient également préoccupés par le silence soudain de Christina. La disparition de Christina n'était pas seulement troublante une personne. Cela troublait tout un réseau familial qui comprenait 2 avocats, un travailleur social et un détective de police à la retraite. Travis s'est rendu compte que son récit soigneusement construit sur la disparition volontaire de Christina était sur le point de faire face à un examen minutieux des personnes ayant des compétences et des ressources pour enquêter correctement. La fiction confortable qu'il vivait était sur le point de s'effondrer. Cette nuit-là, Travis s'est assis dans son bureau en regardant des rapports de renseignement et des documents juridiques tandis qu'Emma faisait ses devoirs à l'autre bout de son bureau. La routine qui était devenue leur nouvelle normale était soudainement fragile, menacée par des forces hors de son contrôle. Papa. Emma leva les yeux de son manuel de calcul. Est-ce que tout va bien? Vous semblez inquiet. Travis considérait ses options. Il pouvait mentir à Emma, essayer de la protéger des nouvelles complications qui se développaient, ou il pouvait la traiter comme la jeune femme intelligente qu'elle devenait, et a reconnu que leur situation était plus précaire qu'elle ne semblait. La sœur de Christina a appelé aujourd'hui. Dit Travis. Elle pose des questions sur où Christina est allée. Emma a posé son crayon et a donné à Travis toute son attention. Quel genre de questions? Le genre qui pourrait attirer l'attention de la police. Emma a absorbé ces informations avec la même intelligence calme qu'elle avait montrée tout au long de leur épreuve. À 17 ans,
elle avait déjà survécu à la tentative de meurtre et à la destruction de sa famille. Elle n'était plus une enfant qui avait besoin de protection contre les réalités difficiles. Quelles sont nos options? Demanda Emma. Travis a souri malgré ses préoccupations. L'utilisation par Emma de notre confirmation de ce qu'il avait déjà connu. Ils étaient des partenaires dans cette situation, pas un père protégeant une fille innocente. Nous pouvons essayer de convaincre la famille de Christina qu'elle est bien vivante et bien éloignée. Créer de fausses preuves de contact et espérer qu'ils cessent de chercher. Ou nous reconnaissons que certains problèmes nécessitent des solutions permanentes. Emma était silencieuse un instant compte tenu des implications. De combien de personnes parlons-nous? Au moins, la sœur de Christina, peut-être d'autres si l'enquête se développe. Et si nous ne les empêchons pas de regarder, ils finiront par impliquer des policiers qui n'accepteront pas des explications pratiques. Ils voudront des preuves, des délais et des preuves que Christina est partie volontairement. Emma acquiesça lentement. Donc, nous parlons de tuer des innocents pour nous protéger des conséquences de la mort de coupables. Nous parlons de protéger notre famille des personnes qui nous détruiraient pour satisfaire leur curiosité. C'est ce que nous sommes devenus, papa? Les gens qui tuent quiconque posent des questions inconfortables? Travis a regardé sa fille, brillante, forte et bien trop jeune pour faire ce genre de calculs moraux. Il a pensé à l'homme qu'il avait été avant l'agression d'Emma, l'homme d'affaires de principe qui croyait à la justice et aux conséquences. Cet homme semblait être un étranger maintenant. Je ne sais pas, dit honnêtement Travis. Mais je sais que je ne laisserai personne vous blesser à nouveau, peu importe ce que cela coûte. Emma atteignit le bureau et prit la main de son père. Ensuite, nous devons être plus intelligents à ce sujet. Tuer la famille entière de Christina ne me protège pas. Cela garantit que nous finirons par nous faire prendre. Que suggérez-vous? Nous leur donnons ce qu'ils veulent. Nous prouvons que Christina est bien vivante et a choisi de disparaître. Comment? Emma sourit. Et pendant un moment, Travis a vu la fille qu'elle avait été avant que leur monde ne s'effondre. Nous allons ramener Christina d'entre les morts. Chapitre 9. Résurrection. Le plan d'Emma était brillant dans sa simplicité et sa terrifiante dans ses implications. Plutôt que d'essayer de convaincre la famille de Christina qu'elle avait disparu volontairement, il fabriquerait des preuves que Christina était bien vivante, vivant sous une nouvelle identité dans un endroit loin de son ancienne vie. La clé, a expliqué Emma alors qu'il travaillait dans le bureau de Travis tard dans la nuit, est que nous ne pouvons pas simplement créer de fausses preuves. Nous devons créer des preuves qui peuvent être vérifiées indépendamment par des personnes qui savent ce qu'elles font. Travis a regardé sa fille de 17 ans décrire un schéma de vol et de fraude d'identité sophistiqué avec la même précision méthodique qu'elle a appliquée à ses devoirs de calcul. Emma avait hérité de ses capacités de pensée stratégique, mais elle avait également développé des compétences dans des domaines dont il n'avait jamais imaginé avoir besoin. Au cours des 6 derniers mois, Emma avait appris sur la criminalistique numérique, la création d'identités et la manipulation des dossiers financiers par le biais de cours en ligne qu'elle avait prétenté pour un cours au cours de l'informatique. Travis a maintenant réalisé qu'elle se préparait exactement à ce genre de situation. Comprendre que leur sécurité dépendait de plus que d'éliminer les menaces immédiates. Nous commençons par une femme décédée dont l'identité peut être appropriée en toute sécurité, a poursuivi Emma, tirant des fichiers sur son ordinateur portable. Quelqu'un qui est décédé récemment dans un état différent, de préférence dans une zone avec une mauvaise tenue de dossier ou une confusion bureaucratique. Emma avait déjà identifié leur objectif, Margie Estrada, une femme de 38 ans décédée dans un accident de voiture dans le Nevada rural 3 semaines plus tôt. Margie avait été célibataire, éloignée de sa famille et employée comme graphiste indépendant qui travaillait entièrement en ligne. Son décès avait été géré par un salon funéraire de petite ville avec un minimum d'enregistrement numérique et aucune connexion à des systèmes de base de données plus importants. Nous utilisons le numéro de sécurité sociale de Margie pour établir des comptes bancaires, des accords de location et des dossiers d'emploi pour Christina, a expliqué Emma. Ensuite, nous créons un sentier numérique montrant que Christina vit comme Margie Estrada depuis 6 mois. Le plan nécessitait une contrefaçon sophistiquée et une manipulation numérique, mais Travis avait des ressources auxquelles la plupart des gens ne pouvaient pas accéder. Son empire de construction comprenait des entreprises spécialisées dans la gestion des documents, la maintenance des bases de données et l'archivage des enregistrements. Avoir accès au système et à l'expertise dont ils avaient besoin ne serait pas difficile. Plus important encore, le plan d'Emma a abordé le problème fondamental de leur situation. Cela a donné à la famille de Christina quelque chose à trouver. Au lieu d'essayer de les convaincre de cesser de regarder,
il fournirait des preuves qui satisferaient leurs préoccupations et mettraient fin à leur enquête. La chronologie doit être parfaite, a averti Emma. Nous devons montrer que Christina a établi sa nouvelle identité avant de disparaître de notre vie, pas après. Cela signifie tout en arrière pour sembler avoir planifié cela pendant des mois. Travis hocha la tête. Comprendre la complexité de ce qu'il tentait. Et la vérification? Si la Toya embauche les enquêteurs, ils voudront confirmer que Christina vit en fait cette nouvelle vie. C'est la belle partie. Emma a déclaré, nous n'avons pas besoin que Christina soit réellement en vie. Nous avons juste besoin de preuves qu'elle était assez en vie récemment pour expliquer pourquoi elle n'a pas contacté sa famille au sujet de la maladie de sa mère. Le plan d'Emma prévoyait de créer des preuves que Margie Estrada avait voyagé à l'international pour le travail, expliquant pourquoi elle n'aurait pas été accessible par téléphone ou par email. Ils établiraient un modèle de contact sporadique avec les employeurs et les prestataires de services, puis créeraient une raison plausible pour qu'elle soit complètement hors communication pendant plusieurs semaines. Nous donnons l'impression qu'elle est sur une affectation indépendante dans un emplacement distant avec un accès Internet limité. Emma a expliqué quelque part qui expliquerait les retards de communication mais ne nous oblige pas à la produire si quelqu'un venait à la recherche. Le plan était audacieux, mais Travis pouvait voir qu'il avait une réelle chance de succès. S'il pouvait convaincre la famille de Christina qu'elle était en vie, mais temporairement inaccessible, il pourrait acheter suffisamment de temps pour que l'enquête perde de l'élan et s'estompe. Au cours des 2 semaines suivantes, Travis et Emma ont travaillé avec l'intensité ciblée des personnes dont la vie dépendait d'une exécution parfaite. Travis a utilisé ses connexions commerciales pour accéder au système d'enregistrement et au service de création de documents, tandis qu'Emma a géré l'établissement de criminalistique et d'identité numérique. Ils ont créé des accords de location montrant que Margie Estrada avait loué un appartement à Phoenix 6 mois plus tôt. Les dossiers bancaires ont montré que les dépôts réguliers de la conception graphique indépendante des travaux ainsi que des modèles de retrait conformes à une personne qui se prépare à des déplacements prolongés. Les contrats d'emploi ont documenté des affectations avec des entreprises spécialisées dans les campagnes de marketing international. La partie la plus difficile a été de créer des preuves de la transition de Christina de son ancienne vie à sa nouvelle identité. Emma a résolu cela en fabriquant une série de communications e-mail cryptées entre Christina et les services de vol d'identité, montrant qu'elle avait acheté de faux documents et des numéros de sécurité sociale des mois avant sa disparition. Il faut sembler avoir planifié cela depuis longtemps, a expliqué Emma. Pas comme si elle avait pris une décision soudaine de s'enfuir après avoir été prise dans une affaire. Ils ont planté des preuves numériques montrant que Christina recherchait des techniques de vol d'identité depuis des mois. Apparemment, dans le cadre de son plan pour échapper à son mariage et recommencer. Le calendrier a montré une préparation minutieuse plutôt qu'une improvisation désespérée, ce qui expliquerait pourquoi sa disparition avait été si complète. La percée est venue lorsque Stuart Leach a rapporté que la Toya Valnuela avait en effet déposé un rapport de personnes disparues auprès de la police locale. L'enquête a été gérée par le détective Shahant, un vétéran de 20 ans avec une réputation de minutie et de persistance. C'est en fait une bonne nouvelle, a déclaré Emma lorsque Travis a partagé les informations. Cela signifie que nous avons une cible spécifique pour notre campagne de preuves. Nous devons nous assurer que Détective Hunt trouve exactement ce que nous voulons qu'il trouve. Le plan d'Emma a appelé à publier progressivement leurs preuves manufacturées, ce qui faisait apparaître que l'enquête découvrait la vie secrète de Christina plutôt que de trouver des informations qui avaient été plantées pour qu'ils découvrent. Ils ont commencé avec des conseils anonymes au bureau de Détective Hunt, fournissant juste assez d'informations pour indiquer l'enquête sur les dossiers financiers et les activités récentes de Christina. Les conseils ont mentionné Margie Estrada comme un alias possible et suggéré que Christina aurait pu planifier sa disparition depuis des mois. Détective Hunt s'est avéré exactement aussi approfondi que sa réputation l'a suggéré. Quelques jours suivant la réception des conseils anonymes, il avait découvert les comptes bancaires, les accords de location et les dossiers d'emploi que Travis et Emma avaient créés. Plus important encore, il les a trouvés à travers son propre travail d'investigation plutôt que de les avoir remis, ce qui a rendu les preuves plus crédibles. Le rapport des détectives à la Toya était tout que Travis et Emma espéraient. Christina semblait avoir planifié sa disparition depuis des mois, peut-être dans le cadre d'un schéma de vol d'identité élaboré. Elle avait établi une nouvelle vie sous un nom supposé et avait travaillé à effacer complètement son identité précédente. Les preuves suggèrent que votre sœur a été impliquée dans une fraude à l'identité sophistiquée, a expliqué le détective Hunt à la Toya lors d'un appel téléphonique que Travis avait organisé pour avoir surveillé. Elle semble avoir assumé l'identité d'une femme décédée et vit ce nom depuis plusieurs mois. Mais pourquoi n'a-t-elle pas contacté notre famille sur la maladie de notre mère?
Selon les dossiers de l'emploi que j'ai trouvés, elle travaille sur des affectations internationales qui nécessitent de longues périodes dans des endroits éloignés. Il est possible qu'elle ne connaisse pas l'état de votre mère. L'enquête du détective Hunt avait trouvé exactement ce que Travis et Emma voulaient qu'il trouve. Une femme qui avait soigneusement planifié sa disparition et était actuellement inaccessible en raison d'obligations de travail. La chronologie a expliqué son absence. Sa nouvelle identité a expliqué son silence. Et son activité criminelle apparente a fourni une raison pour laquelle elle pourrait ne pas vouloir être trouvée. Plus important encore, l'enquête a fourni la fermeture de la Toya. Sa sœur n'était pas morte ou n'était pas retenue contre son testament. Elle était vivante, mais vivant une vie complètement différente sous une identité supposée. Christina avait choisi de couper des liens avec son ancienne vie si complètement que même les urgences familiales ne pouvaient pas la atteindre. Je comprends que ce n'est pas la résolution que vous espériez, a déclaré à la Toya Hunt. Mais les preuves suggèrent fortement que votre sœur a planifié cette disparition et vit quelque part sous une fausse identification. À moins qu'elle ne commette un crime qui l'amène à l'attention des forces de l'ordre, il n'y a pas de base juridique pour poursuivre l'enquête. La clôture officielle de l'affaire de la personne disparue aurait été signalée 3 jours plus tard. Détective Hunt avait conclu que Christina White avait disparu volontairement et vivait probablement sous l'identité supposée de Margie Estrada. Aucun crime n'a été commis au-delà du vol d'identité. Et depuis que la victime de ce vol a été décédée, il n'y avait pas de plainte pour poursuivre des accusations. La Toya Valnuela a fait une dernière tentative de localisation de sa sœur, en embauchant un enquêteur privé pour suivre les conclusions de Détective Hunt, mais l'enquêteur est parvenu à la même conclusion. Christina avait soigneusement planifié sa disparition et était actuellement inaccessible en raison de travaux de travail dans des emplacements internationaux éloignés. 6 semaines après le premier appel téléphonique de la Toya, elle a envoyé un message final à Travis par l'intermédiaire de son avocat. Elle était convaincue que Christina était bien vivante, mais avait choisi de rompre complètement les liens avec son ancienne vie. Bien qu'elle n'approuve pas les méthodes de Christina, elle respectait son droit de faire ce choix et ne poursuivrait pas la question. Travis et Emma ont célébré tranquillement dans son bureau, partageant des plats chinois à emporter et en examinant les fichiers dont ils auraient besoin pour maintenir indéfiniment pour soutenir leur récit construit. « Combien de temps avons-nous besoin pour continuer ?» demanda Emma, tournant des nouilles autour de ses baguettes. « Pour toujours, a déclaré Travis. Margie Estrada doit rester en vie et active pour le reste de ce qui aurait été la durée de vie naturelle de Christina. Si jamais elle décède officiellement ou disparaît officiellement, quelqu'un pourrait commencer à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles Christina ne refait jamais surface. » Emma hocha la tête, comprenant l'engagement à long terme qu'il prenait. « Nous devenons donc des gestionnaires d'identité pour une femme morte. Nous devenons tout ce dont nous avons besoin pour protéger notre famille. » Travis a regardé sa fille, plus la fille innocente qui avait découvert une caméra dans sa chambre pour attraper l'adultère de sa mère. Emma était devenue son partenaire dans la création et le maintien de la fiction élaborée qui les protégeait à la fois des conséquences de leur justice. Ils avaient éliminé les personnes qui ont blessé leur famille, fabriqué des preuves pour satisfaire ceux qui sont venus à la recherche de réponses et créé une stratégie durable à long terme pour maintenir leur sécurité. Ils avaient gagné complètement et en permanence. Mais alors que Travis regardait Emma examiner les fichiers numériques et discuter de la maintenance de fausses identités avec la compétence occasionnelle d'un criminel professionnel, il s'est demandé ce qu'ils avaient perdu dans le processus de victoire. Emma ne serait plus jamais sa fille. Elle serait toujours son complice. Ils ne seraient plus jamais une famille. Ils seraient toujours des conspirateurs liés ensemble par des secrets partagés et une protection mutuelle. Le prix de la justice avait été leur innocence et le prix de la sécurité avait été leur paix. Mais Emma était vivante. Leur famille était en sécurité. Et les gens qui les avaient trahis ne menaceraient plus personne. Travis White avait construit son empire en comprenant que certaines victoires nécessitaient des sacrifices qui ne pouvaient pas être calculés en dollars et en cents. Il avait protégé sa fille en sacrifiant le père qu'il était et la famille qu'ils auraient pu rester. Mais alors qu'Emma lui sourit à travers leur conteneur à emporter, les yeux brillants d'intelligence et de détermination. Travis savait qu'il ferait à nouveau les mêmes choix. Certaines choses valaient n'importe quel prix. Et la famille valait tout. La justice avait été rendue. La famille avait été protégée. L'avenir était sécurisé. Et Travis White ne pardonnerait jamais ou n'oublierait jamais la leçon que la protection des personnes que vous aimez nécessite parfois de devenir quelqu'un que vous n'avez jamais imaginé que vous pourriez être. Épilogue. 5 ans plus tard.
Travis White se tenait dans son bureau en examinant les plans architecturaux pour un hôpital pour enfants qui porterait le nom d'Emma. La Fondation Blanche pour la sécurité des enfants était devenue l'une des organisations caritatives les plus éminentes de la région, offrant une protection et un soutien aux enfants dans des situations familiales dangereuses. Emma, maintenant âgée de 22 ans et senior de Stanford, étudiant la justice pénale et la psychologie, a siégé au conseil d'administration de la Fondation. Elle prévoyait de poursuivre une carrière dans l'application des lois, spécialisée dans les crimes contre les enfants. Son expérience dans la trahison de la famille et la violence lui avait donné un aperçu du comportement prédateur qui lui servirait bien dans la protection des autres familles. L'histoire officielle était que le dévouement d'Emma à la sécurité des enfants avait été inspiré par son propre accident et récupération. La réalité non officielle était qu'Emma White avait appris à 17 ans que certaines personnes perdent leur droit d'exister lorsqu'ils prient sur les enfants, et elle avait l'intention de passer sa carrière en veillant à ce que de telles personnes aient fait face à des conséquences appropriées. Christina White est restée légalement disparue, bien que Margie Estrada ait continué à vivre sa vie soigneusement construite dans les enregistrements numériques et les bases de données financières. Tous les quelques mois, Travis ou Emma créeraient des preuves de l'existence continue de Margie, un paiement des services publics ici, un contrat indépendant là-bas, en maintenant la fiction qui empêchait la disparition de Christina d'attirer une attention renouvelée. La disparition de Chad Stone avait été officiellement attribuée à ses dettes de jeu et aux associés criminels. Jake McCarthy avait finalement été arrêté pour un meurtre sans rapport, offrant une fermeture pratique à l'affaire de Chad. Personne ne cherchait plus le Chad parce que tout le monde a compris ce qui est arrivé aux personnes qui ont fait défaut sur les dettes aux chiffres du crime organisé. Travis ne s'était jamais remarié, affirmant que la trahison de Christina avait détruit sa foi dans les relations amoureuses. La vérité était plus simple. Il avait trouvé le partenaire parfait d'Emma, quelqu'un qui le comprenait complètement et partageait son engagement à protéger sa famille au-dessus de toutes les autres considérations. Ils ont dîné ensemble tous les soirs, discutant de tout, des affaires de base aux projets de construction aux meilleures méthodes pour maintenir de fausses identités dans un monde de plus en plus numérique. Ils étaient plus proches que la plupart des pères et des filles parce qu'ils partageaient des secrets que personne d'autre ne pouvait comprendre. Les soirs tranquilles, Travis se demandait parfois à quoi leur vie aurait pu ressembler si Christina et Chad n'avaient jamais trahi leur famille. Mais ces pensées n'ont jamais duré longtemps. Les gens qu'ils étaient devenus plus forts, plus sages et absolument engagés les uns envers les autres, étaient meilleurs que les personnes qu'ils auraient pu rester. L'enfance d'Emma avait terminé la nuit où elle a été agressée pour avoir découvert l'adultère de sa mère. L'innocence de Travis avait terminé la nuit où il a regardé des images de sécurité de sa femme et de son amant discutant du meurtre de sa fille. Mais ce qu'ils avaient construit à partir des cendres de leur confiance trahie était quelque chose de plus puissant que l'innocence ou l'enfance. A partnership based on absolute loyalty and shared understanding that family was worth any sacrifice. The White family had been destroyed by betrayal and reborn injustice. Travis and Emma had learned that love was what you did, not what you said, and what they did was protect each other without limit or compromise. Some stories ended with forgiveness and redemption. This story ended with consequence and survival. Travis White had never forgiven the people who hurt his daughter, and they never would. He had ensured that they faced justice proportional to their crime, and they would ensure that the family and Emma had rebel would never again be vulnerable to such betrayal. Justice had been served, the family had been protected, the future was secure, and in the end, that was enough. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Bienveillant, qui annonçait la terrible nouvelle avec une douceur experte. Le crâne d'Emma avait été fracturé lors de la chute. Son cerveau présentait un important gonflement. On l'avait placé dans le coma pour lui donner les meilleures chances de guérison, mais ces chances étaient, au mieux, incertaines. Travis se tenait au-dessus du lit d'hôpital de sa fille, des tubes et des fils serpentant sur sa petite silhouette comme des lianes technologiques. Emma paraissait incroyablement fragile contre les draps blancs. Son visage était pâle, à l'exception des bleus sombres qui fleurissaient autour de ses yeux. Le bip régulier du moniteur cardiaque était le seul signe qu'elle se battait encore. La chute était trop violente, dit doucement le docteur Mitchell. Il y a peu de chances qu'elle se réveille. Christina sanglota plus fort, serrant le bras de Travis. Mais Travis sentit autre chose que le chagrin s'installer dans sa poitrine. Une fureur froide et calculatrice qu'il reconnaissait à ses relations d'affaires. Quelque chose n'allait pas. Emma était bien des choses, mais maladroite n'en faisait pas partie. Elle avait dansé la danse classique pendant 8 ans et possédait la grâce et la perception spatiale de quelqu'un qui connaissait son corps intimement. Alors qu'il tenait la petite main d'Emma,
Travis sentit quelque chose d'étranger dans sa paume. Un morceau de papier plié en deux et pressé contre sa peau. Il la prit dans sa main sans que Christina ne la voie. Plus tard, dans la salle de bain, il déplia son écriture soignée. « Papa, s'il m'arrive quelque chose, alors regarde la caméra de vidéosurveillance que j'avais installée dans ma chambre. Derrière le cadre avec la photo du coucher de soleil se trouve ton anniversaire. Je t'aime, Emma. » Travis lut le mot 3 fois avant que les implications ne le frappent vraiment. Emma n'était pas tombée dans l'escalier en somnambule. Elle avait découvert quelque chose, l'avait documenté, et quelqu'un avait essayé de la faire taire. Le trajet de retour de l'hôpital fut les 20 minutes les plus longues de la vie de Travis. Christina était restée, prétextant ne pas supporter de quitter Emma, mais Travis avait besoin de réponses, et sa fille lui avait laissé une carte routière pour les trouver. La chambre d'Emma était comme toujours, propre et organisée. Ses trophées de ballet alignés sur l'étagère et son bureau dégagé, à l'exception de dossiers de devoirs et d'une photo encadrée de 3 prises à Noël dernier. Travis trouva la photo du coucher de soleil assez facilement et l'appareil photo caché derrière n'était pas plus grand que son pouce. La vidéo avait commencé 3 semaines plus tôt et Travis avait parcouru des heures de vide jusqu'à ce qu'un mouvement attire son attention. Christina entrait dans la chambre d'Emma, son téléphone collé à l'oreille, et s'installait sur le lit d'Emma avec l'aisance familière de quelqu'un qui avait déjà fait ça à maintes reprises. « Je ne peux pas continuer comme ça, Chad. » La voix de Christina était claire dans le micro de la caméra. Travis commençait à se méfier. Hier soir, il m'a demandé pourquoi j'étais parti si longtemps à l'épicerie. La voix de Chad était faible dans le haut-parleur du téléphone, mais audible. Plus que quelques semaines, mon chéri. Mon avocat dit que si tu portes plainte pour différends irréconciliables et abandon émotionnel, tu auras la moitié de tout, peut-être plus, vu ses nombreux voyages. Et Emma? Elle se pose des questions. C'est une enfant. Les enfants s'adaptent. Elle comprendra plus tard que tu mérites d'être heureux. Travis sentit son monde basculer en regardant sa femme comploter sa destruction depuis la chambre de leur fille, traitant leur mariage de 16 ans comme une transaction commerciale à dissoudre pour un profit maximal. Mais le pire était encore à venir. Les images d'il y a 5 jours montraient Christina entrant dans la pièce en larmes. La voix de Chad, dure et pressante, traversait le téléphone. Elle sait. Christina, ta fille est au courant pour nous. Comment ça, elle est au courant? Je l'ai vue au Méridien hier, nous regardant. Elle a pris des photos. Christina nous a photographiés en train de nous embrasser. Travis a vu le visage de sa femme s'effondrer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on fait? Tu dois gérer ça ce soir avant qu'elle ne le dise à Travis. Gère ça. Quelle est ma fille, Chad? Elle est aussi la seule chose qui nous empêche de commencer une nouvelle vie ensemble. Réfléchis Christina. Si elle raconte à Travis ce qu'elle a vu, il divorcera pour adultère. Tu n'auras rien. Rien? C'est ce que tu veux? Les mains de Travis tremblaient tandis qu'il avançait rapidement jusqu'à la nuit de l'accident d'Emma. L'horodatage indiquait 23h43. Emma entra dans sa chambre et se dirigea droit vers la caméra cachée, son jeune visage figé par la détermination. « Papa, si tu regardes ça, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Maman et Chad savent que je les ai découverts. Je les ai entendus au téléphone ce soir. Chad a dit qu'il fallait que je m'occupe de moi avant de tout gâcher. J'ai peur, mais j'avais besoin que tu saches la vérité. Ne les laisse pas s'en tirer comme ça. Je t'aime. » Emma cherchait derrière le cadre, sans doute pour récupérer la caméra, lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Christina se tenait sur le seuil, Chad derrière elle. Leur visage se tordait d'une urgence qui glaça le sang de Travis. « Emma, ma chérie, il faut qu'on parle, » dit Christina d'une voix artificiellement calme. « Éloigne-toi de moi. » Emma recula vers sa fenêtre, son regard passant de sa mère à l'homme qu'elle n'avait aperçu que de loin. « Je sais ce que tu prépares, » dit Chad, son uniforme de pilote toujours impeccable malgré l'heure tardive. « Ta mère et moi, on tient l'une à l'autre, Emma. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu détruis ma famille. » La voix d'Emma était ferme malgré sa peur. « Je ne te laisserai pas faire. Tu as 16 ans. » La voix de Chad se durcit. « On n'a pas le droit de prendre des décisions sur les relations entre adultes. » Les minutes qui suivirent passèrent si vite que Travis dut les repasser 2 fois pour comprendre la séquence. Emma s'était jetée sur son téléphone. Chad lui avait attrapé le poignet.
Et dans la lutte qui suivit, Christina poussa sa fille si fort qu'elle trébucha en arrière. La tête d'Emma heurta le coin de sa commode avec un bruit qui rendit Travis malade. Elle s'effondra au sol, du sang se formant aussitôt sous ses cheveux auburn. « Oh mon Dieu !» murmura Christina en s'agenouillant près d'Emma, immobile. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» Chad était déjà en mouvement, son entraînement de pilote se faisant sentir tandis qu'il vérifiait le pouls et la respiration d'Emma. « Elle est vivante, mais à peine. Il faut appeler une ambulance. Ils poseront des questions. La police interviendra. Alors, on leur donne une histoire qui a du sens. » La voix de Chad était froide, calculatrice. Elle était somnambule. Elle est tombée dans l'escalier. Vous avez entendu le fracas et vous l'avez trouvé. Simple. Travis regarda avec horreur Chad soulever sa fille inconsciente et la porter hors champ vers l'escalier. Christina le suivit, serrant le téléphone d'Emma et la petite lampe renversée dans la bagarre. 23 minutes plus tard, Christina appela les secours pour signaler qu'elle avait retrouvé sa fille au bas de l'escalier après ce qui semblait être un épisode de somnambulisme. Travis resta assis dans la chambre d'Emma jusqu'à l'aube, visionnant les images en boucle, chaque visionnage ajoutant une nouvelle dimension à sa rage. Il ne l'avait pas seulement trahi. Ils avaient tenté d'assassiner sa fille pour brouiller les pistes. Et si Emma ne s'était pas réveillée, ils auraient peut-être réussi. Le mot tremblait dans ses mains tandis qu'il relisait le dernier message d'Emma. Ne les laissez pas s'en tirer comme ça. Il ne le ferait pas, Travis White avait bâti un empire en comprenant cela. La loyauté était la seule monnaie d'échange qui comptait et la trahison le seul péché impardonnable. Christina et Chad venaient de déclarer la guerre à la mauvaise personne. Chapitre 3. Le masque tombe. Travis est rentré à l'hôpital, la caméra cachée dans la poche de sa veste et le meurtre au cœur. Mais 25 ans passés à bâtir un empire commercial lui avaient appris la valeur de la patience et de la planification. La rage était un outil à maîtriser, pas à céder. Et la vengeance était un plat qui exigeait une préparation minutieuse. Christina dormait sur la chaise à côté du lit d'Emma à son arrivée. Son visage était si paisible que Travis avait envie de lui serrer la gorge. Au lieu de cela, il s'installa sur l'autre chaise et commença à planifier sa destruction avec la même approche méthodique qu'il utilisait pour les OPA hostiles. Le docteur Mitchell est apparu lors des visites matinales annonçant que l'état d'Emma s'était stabilisé pendant la nuit. L'édème cérébral diminuait et ses signes vitaux étaient plus forts. Il y avait un espoir timide, fragile, qu'elle puisse se réveiller. Combien de temps avant d'en être sûr, demanda Travis d'une voix soigneusement neutre. Cela pourrait prendre des jours, peut-être des semaines. Le cerveau guérit à son rythme. Christina s'agita au son des voix, clignant des yeux, éveillée par la confusion désorientée de quelqu'un qui manque de sommeil et se sent trop coupable. Des changements, demanda-t-elle en tendant la main d'Emma avec ce qui aurait pu ressembler à une inquiétude maternelle pour quiconque ne l'aurait pas vu aider à dissimuler une agression contre leur fille. Elle se bat, dit Travis, les yeux fixés sur Christina. Elle est plus forte qu'on ne le croit. Une lueur passa dans l'expression de Christina. De la peur, peut-être de la culpabilité, mais elle se reprit vite. Elle tient ça de toi, dit-elle doucement. Ta détermination, acquiesça Travis, classant ses micro-expressions pour une analyse ultérieure. Christina avait toujours été une actrice correcte, mais elle n'avait jamais eu à se produire sous un tel regard. Il commençait à voir les failles de sa façade. J'ai des appels professionnels à gérer, dit Travis en se levant. Tu veux rester avec elle? Bien sûr que je ne la quitte pas, Travis embrassa le front de Christina, goûtant les mensonges sur sa peau. Je sais que tu ne le feras pas, ma chérie. Tu es une si bonne mère. Il passa la matinée à la cafétéria de l'hôpital, passant des appels qui n'avaient rien à voir avec des projets de construction. Le premier était destiné à Stuart Leach, un détective privé spécialisé dans l'espionnage industriel qui avait aidé Travis à gérer plusieurs situations commerciales délicates au fil des ans. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur un certain Chad Stone, dit Travis sans préambule. Le pilote travaille probablement pour une compagnie aérienne privée. Je veux des dossiers financiers, des antécédents professionnels, des relations personnelles, des contraventions de stationnement, tout. Jusqu'où veux-tu que j'aille? Plus loin que ce qu'on n'a jamais découvert. Et Stuart, c'est personnel, pas professionnel. Facture sur mon compte privé et ne le mentionne pas dans les archives de l'entreprise. Le deuxième appel était destiné à Nathaniel Roach, un avocat qui s'occupait des transactions commerciales les plus douteuses de Travis,
des contrats à la limite de la légalité, des négociations qui exigeaient une interprétation créative des réglementations. Si quelqu'un pouvait aider Travis à s'y retrouver dans les complexités juridiques de ce qu'il préparait, c'était Nathaniel. Je pourrais avoir besoin de conseils juridiques inhabituels dans les semaines à venir, dit Travis. Le genre qui exige le secret professionnel et une discrétion absolue. Comme c'est inhabituel. Le genre qui pourrait impliquer des preuves de tentative de meurtre et de complot. Il y eut un silence. Travis, dans quoi t'es-tu fourré? Rien que je n'ai mérité. Puis-je compter sur toi? Tu sais que tu peux, mais sois prudent. Quoi que tu prévois, assure-toi de pouvoir en assumer les conséquences. Travis faillit rire. Les conséquences avaient déjà été décidées au moment où Chadstone a mis la main sur sa fille. Il ne restait plus qu'à organiser la mise en œuvre. Le troisième appel était destiné à Ron Shannon, qui gérait la sécurité de plusieurs chantiers de Travis. Ron était un ancien militaire à la morale flexible et aux compétences qui allaient bien au-delà du contrôle d'identité et des caméras de surveillance. J'ai besoin d'une surveillance sur 2 cibles, dit Travis. Une couverture complète. Je veux savoir où elles vont, à qui elles parlent, ce qu'elles mangent au petit déjeuner. Peux-tu gérer ça discrètement? Définis discrètement. Le genre de silence qui n'a jamais existé. Protocole fantôme. Quand en as-tu besoin? Comment commencer? Hier. Lorsque Travis revint dans la chambre d'Emma, il avait lancé 3 enquêtes différentes et posé les bases de la justice qu'il allait finalement rendre. Christina leva les yeux à son entrée, son sourire si parfaitement dessiné qu'il aurait pu le tromper s'il n'avait pas déjà vu son vrai visage. Emma m'a serré la main pendant ton absence. Dit Christina d'une voix lumineuse, comme un espoir sincère. Juste une seconde, mais je l'ai senti. Travis s'approcha d'Emma et lui prit la main, guettant une quelconque réaction. Pendant un instant, rien. Puis, si faiblement qu'il aurait pu l'imaginer, les doigts d'Emma se pressèrent contre sa paume. Elle sait que je suis là, murmura Travis d'une voix chargée d'émotions qui n'avait rien à voir avec la performance. Elle t'aime tellement, dit Christina. Tu es son héros. Travis croisa le regard de sa femme par-dessus le lit de leur fille. J'espère pouvoir être à la hauteur. Ce soir-là, Travis suggéra. Christina de rentrer prendre une douche et dormir un bon moment. Elle protesta, mais il insista, promettant de l'appeler si l'état d'Emma changeait. Tu es là depuis 36 heures d'affilée, dit-il en lui caressant les cheveux d'une main douce qui voulait les arracher à la racine. Tu es épuisé. Emma a besoin de toi. Christina finit par accepter, embrassant le front d'Emma puis la joue de Travis avant de récupérer son sac à main. Promets-moi que tu appelleras si quelque chose change. Je te le promets. Travis attendit d'être certain que Christina avait quitté le bâtiment avant de passer son 4e appel de la journée. Celui-ci était destiné à Grant George, propriétaire de l'entreprise de sécurité privée qui protégeait la famille de Travis lors de négociations commerciales importantes. Grant disposait de ressources qui se situaient dans les zones grises entre légal et illégal, et sa loyauté était absolue. J'ai besoin d'une faveur, dit Travis. Le genre de faveur qui exige un démenti total. Quel genre de faveur? J'ai besoin de savoir si ma femme a un rendez-vous ce soir. Et si c'est le cas, j'ai besoin de documents, d'une surveillance complète, d'une vidéo, d'un enregistrement audio, de tout. Et Grant, si quelqu'un pose la question, cette conversation n'a jamais eu lieu. Compris. J'enverrai quelqu'un en position dans l'heure. Travis passa la nuit près du lit d'Emma, lui tenant la main et guettant le moindre signe de conscience, tandis que son téléphone vibrait, alimenté par les nouvelles de ses différents agents. Le rapport préliminaire de Stuart sur Chadstone révélait des relations récurrentes avec des femmes mariées, chacune se terminant par une réconciliation ou un divorce. Christina n'était pas sa première cible d'adultère, et elle ne serait probablement pas la dernière. L'équipe de surveillance de Grant confirma que Christina avait bel et bien rencontré Chad dans un motel 30 minutes après sa sortie de l'hôpital. Les enregistrements audio révélèrent une conversation qui glaça Travis. Comment va-t-elle? La voix de Chad était tendue, toujours aussi inquiète. Travis pense qu'elle pourrait se réveiller, mais les médecins n'en sont pas sûrs. Si elle se réveille et se souvient de ce qui s'est passé, elle ne s'en souviendra pas. Les traumatismes crâniens provoquent des pertes de mémoire permanentes. Même si elle s'en souvient, c'est notre parole contre les adolescents désemparés. Et si elle ne se réveille pas, il y eut un long silence avant que Christina ne se réveille. Répondu.
Alors notre problème se résout de lui-même. Travis ferma les yeux et compta jusqu'à 10, puis 20, puis 50. Emma s'agita dans son sommeil, et il ouvrit les yeux pour la trouver le regardant avec des yeux marrons confus mais conscients. Ses yeux. Papa. La voix d'Emma n'était qu'un murmure, éraillé par le tube respiratoire retiré ce matin-là. Je suis là, ma chérie. N'essaie pas de trop parler. Je me souviens. Maman et cet homme, ils m'ont fait mal. Travis se pencha plus près, sa voix douce mais pressante. Emma, écoute-moi bien. Tu as eu un accident. Tu es tombé dans les escaliers en somnambulant. C'est ce que les médecins pensent qu'il s'est passé, et c'est ce que tout le monde croit. Tu comprends? Le regard d'Emma s'est aiguisé malgré sa faiblesse. Tu as vu la caméra. J'ai tout vu. Et j'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant plus que tu n'as jamais fait confiance à personne. Peux-tu faire ça? Emma hocha légèrement la tête. Tu ne te souviens de rien de cette nuit-là, si ce n'est d'être allé te coucher dans ta chambre. Tu t'es réveillé ici, à l'hôpital. Tout le reste a disparu. Peux-tu faire ça pour moi? Vas-tu les faire payer? Travis souriait, pour la première fois depuis des jours, son sourire était sincère. Emma, ma chérie, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont commencé, mais j'ai besoin que tu sois patiente et que tu me laisses gérer ça à ma façon. Peux-tu faire ça? Vont-ils te faire du mal aussi? Personne ne fera plus jamais de mal à cette famille. Je te le promets. Travis appela le docteur Mitchell pour lui annoncer le réveil d'Emma, puis appela Christina pour lui annoncer la bonne nouvelle. Son soulagement semblait sincère, mais Travis comprenait maintenant que Christina était une meilleure actrice qu'il ne l'avait jamais cru. Je serai là dans 20 minutes, dit Christina. Prends ton temps. Elle est fatiguée et confuse, mais elle ira bien. En attendant que sa femme arrive et exprime son soulagement et sa joie au personnel médical, Travis repensa à la conversation qu'il avait surprise entre Christina et Chad. Ils avaient entendu sa fille et avaient ensuite discuté sans ménagement de la possibilité de sa mort comme solution pratique à leurs problèmes. Travis White avait passé toute sa vie d'adulte. Sa vie, bâtissant quelque chose de durable et de significatif. Il avait bâti un empire, subvenu aux besoins de sa famille et était convaincu de construire un héritage qui lui survivrait. Mais Christina et Chad lui avaient montré que seules les conséquences duraient vraiment. Ils voulaient détruire sa famille pour satisfaire leurs propres désirs égoïstes. Certes, mais ils avaient choisi de faire la guerre à un homme parti de rien et conquérant tout sur son passage. Ils avaient gravement mal calculé leur adversaire. Emma lui serra à nouveau la main et Travis la serra à son tour. Une promesse silencieuse s'échangeait entre eux. La justice allait tomber. Elle serait méthodique, rigoureuse et absolument définitive. Chapitre 4. Recueillir des renseignements. 2 semaines après le réveil d'Emma, Travis avait rassemblé suffisamment de renseignements sur Chad Stone pour le détruire 3 fois. Stuart Leach avait une fois de plus prouvé sa valeur, en livrant un dossier complet qui dressait le portrait d'un homme au goût de luxe et à l'éthique flexible. Chad Stone avait 42 ans, 2 fois divorcé et travaillait actuellement pour Elite Air Service, une compagnie aérienne privée qui s'adressait à une clientèle fortunée privilégiant la discrétion au coût. Sa licence de pilote était à jour, mais sa situation financière était précaire. 2 pensions alimentaires à payer, une addiction au jeu qu'il pensait avoir dissimulé et un train de vie qui dépassait ses revenus d'environ 40% par an. Plus intéressantes étaient ses relations. Chad avait pour habitude de cibler les femmes mariées ayant des maris riches, bien qu'aucune de ses précédentes liaisons n'ait atteint le stade de tentative de meurtre. Christina représentait une escalade significative de son comportement criminel, ce qui suggérait du désespoir. Travis a étudié les photos de surveillance prises par l'équipe de Grant au cours des 2 dernières semaines. Chad et Christina se rencontraient 3 fois par semaine à des endroits différents, toujours aux heures où Travis était censé être au travail. Leur langage corporel sur les photos trahissait une tension croissante. Chad poussait. Christina a demandé le divorce immédiatement. Si Christina hésitait à agir trop vite, le rétablissement d'Emma étant encore incertain, les enregistrements audio de leur réunion au motel révélaient l'intensité de leur panique. Les souvenirs d'Emma de la nuit où elle a été blessée restaient flous. Une combinaison de son traumatisme crânien réel et du coaching de son père, mais Chad était paranoïaque à l'idée qu'elle se souvienne de plus de détails, et il faisait pression sur Christina pour qu'elle trouve des moyens de surveiller ce qu'Emma disait aux médecins et à la police. Travis possédait un enregistrement particulier qu'il avait écouté des dizaines de fois.
Chaque rediffusion ajoutait de l'huile sur le feu qui le brûlait. On aurait peut-être dû le terminer à l'hôpital. La voix de Chad était froide. Le langage clinique donnait l'impression que c'était des complications liées à ses blessures. C'est ma fille. La voix de Christina était faible. Horrifiée. C'est un problème qui va ruiner nos vies à tous les deux si on ne le gère pas. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Alors il vaut mieux espérer qu'elle ne se souvienne jamais de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Travis avait fait des copies de chaque enregistrement, de chaque photo, de chaque preuve que Stuart et Grant avaient rassemblées, mais il n'avait pas l'intention de les remettre à la police. Le système judiciaire offrirait à Chad et Christina des avocats, des négociations de plaidoyer et la possibilité de réduction de peine. La justice rendue par les tribunaux serait incomplète et insatisfaisante. Travis White croyait aux solutions permanentes aux problèmes permanents. Emma se rétablissait plus vite que prévu, même si elle souffrait encore de maux de tête et fatigue. Elle avait repris l'école à temps partiel et, vue de l'extérieur, la famille White semblait se remettre d'un tragique accident. Emma jouait parfaitement son rôle, ne mentionnant jamais la caméra ni ne révélant ses souvenirs retrouvés de cette nuit-là. Mais dans ses moments privés avec son père, les yeux d'Emma brûlaient de la même fureur froide que Travis reconnaissait dans son propre miroir. Elle était sa fille, plus que par la génétique. Elle comprenait que certaines trahisons exigeaient une vengeance absolue. « Quel est le plan, papa ?» demanda Emma un soir alors que Christina était à son club de lecture, rencontrant Chad au Riverside Motel, selon l'équipe de surveillance de Grant. « Paix », dit Travis en examinant un contrat de construction qui n'avait rien à voir avec ses véritables préoccupations. « Ta mère et Chad se croient en sécurité parce que tu ne te souviens pas et que je ne soupçonne rien. Qu'ils se fassent à ce mensonge. Et alors, ils apprendront que les actes ont des conséquences. » Travis avait pris soin de maintenir ses habitudes, assistant à des réunions d'affaires et à des réceptions mondaines avec Christina à ses côtés. Aux yeux de tous, c'était un mari dévoué, soutenant sa femme à accompagner le rétablissement de leur fille. Il a offert des fleurs à Christina, l'a emmenée dîner dans des restaurants chics et l'a écoutée avec une sympathie apparente partager ses craintes concernant la santé à long terme d'Emma. La performance était épuisante, mais nécessaire. Travis avait besoin que Christina et Chad croient que leur secret était bien gardé, que leur couverture construite à la hâte avait trompé tout ce qui comptait. Ce n'est que lorsqu'il serait pleinement rassuré qu'il commettrait les erreurs qui lui permettraient de les détruire correctement. 3 semaines après le début de son enquête, Travis a obtenu la chance qu'il attendait. Stuart a découvert que Chad avait demandé un prêt sur sa licence de pilote et sa certification d'avion, les utilisant comme garantie pour un plan d'investissement à haut risque. Le prêt était dû dans 6 semaines, et la situation financière de Chad rendait le remboursement improbable sans un apport important de liquidité. La chronologie expliquait la pression croissante de Chad sur Christina pour accélérer le divorce. Il n'était pas seulement amoureux, il était financièrement désespéré, et la moitié des biens de Travis représentait sa seule échappatoire à la faillite et à la ruine professionnelle. Travis sourit en lisant le récit de Stuart. Rapport. Le désespoir rendait les gens négligents, et les négligents commettaient des erreurs de jugement fatales. La phase suivante du plan de Travis nécessitait l'expertise juridique de Nathaniel Roach. Ils se rencontrèrent au bureau de Nathaniel un samedi matin, alors que le bâtiment était vide et que leur conversation ne pouvait être ni entendue ni enregistrée. « J'ai besoin de comprendre les implications juridiques de représailles justifiées, » dit Travis sans préambule. Nathaniel se renversa dans son fauteuil en cuir, l'air soigneusement neutre. Dans quel contexte, hypothétiquement, si quelqu'un tentait de tuer l'enfant d'un homme pour dissimuler un adultère, de quelle protection juridique bénéficierait cet homme s'il choisissait de gérer la situation personnellement plutôt que par le biais des tribunaux? Travis, dis-moi que tu ne prépares pas quelque chose qui te mènera en prison. Je prépare quelque chose qui garantira que justice soit rendue. Que cela me mène en prison ou non dépend de la minutie avec laquelle je le prépare. Nathaniel resta silencieux un long moment, pesant ses obligations professionnelles par rapport à son amitié avec Travis. Hypothétiquement, il dit finalement, toute réponse devrait être proportionnelle à la menace. La légitime défense ou la défense de la famille s'étend à la protection contre les préjudices futurs, mais elle a des limites. Quel genre de limites? Le genre de choses qui distinguent justice et vengeance aux yeux de la loi? Travis hocha la tête. Et si les preuves du crime initial avaient été obtenues illégalement, elles seraient irrecevables devant un tribunal, mais elles pourraient néanmoins aider une personne à comprendre les menaces qui pèsent sur elle. Je vois, Travis, quels que soient tes projets, assure-toi de pouvoir les assumer. Pas seulement légalement, mais moralement.
Une fois certaines limites franchies, tu ne peux plus les franchir. Travis pensa à Emma, immobile dans son lit d'hôpital, au bruit que sa tête avait fait en heurtant la commode, à Christina et Chad discutant calmement de l'opportunité de la tuer pour résoudre leurs problèmes. Ces limites ont été franchies la nuit où ils ont blessé ma fille, dit Travis. Je suis en train de décider jusqu'où je suis prêt à aller pour équilibrer la balance. Ce soir-là, Travis était assis dans son bureau à domicile, apparemment en train d'examiner des rapports trimestriels, tout en planifiant la destruction systématique de 2 personnes qui avaient commis l'erreur de croire que Travis White était un homme capable de pardonner et d'oublier. Christina était dans la cuisine. En train de préparer le dîner, fredonnant doucement en se déplaçant dans la cuisine. Chambre. Pour tous ceux qui la regardaient, c'était une épouse et une mère dévouée qui se remettaient d'un traumatisme familial. Mais Travis voyait maintenant la performance pour ce qu'elle était, un mensonge élaboré destiné à dissimuler des crimes innommables. Emma apparut sur le seuil, le teint plus éclatant que depuis l'accident, mais ses yeux conservaient encore l'ombre de quelqu'un qui en avait trop vu, trop jeune. « Maman prépare ton plat préféré », dit Emma en s'installant sur la chaise en face de son bureau. « C'est une bonne cuisinière. C'est aussi une bonne actrice. » Travis leva les yeux de ses papiers et croisa le regard entendu de sa fille. « Oui, c'est vrai. Quand vas-tu arrêter de faire semblant de ne pas savoir ? Quand le moment sera venu. Et quand sera-ce ? » Travis sourit. Et cette fois, il n'y avait rien de chaleureux ou de paternel là-dedans. « Bientôt, ma chérie. Très bientôt. » Chapitre 5. Les titans du web. Travis avait appris la patience dans le système Foster, où ceux qui agissaient imprudemment étaient rapidement brisés par un système conçu pour broyer les faibles. Cette patience lui avait été utile en affaires, lui permettant de déjouer les concurrents trop prompts ou révélant leurs intentions trop tôt. Elle allait maintenant lui servir à orchestrer la chute parfaite de sa femme et de son amant. La découverte vint d'une source inattendue. L'équipe de surveillance de Grande George traquait les faits et gestes de Chad depuis 3 semaines lorsqu'elle découvrit quelque chose d'intéressant. Chad rencontrait un homme nommé Jake McCarthy tous les mardis matins dans un restaurant du centre-ville. McCarthy était un requin solitaire ayant des liens avec des familles du crime organisé dans 3 États. L'enquête complémentaire de Stuart révéla que Chad devait $180 000 à McCarthy suite à une partie de poker qui avait mal tourné 6 mois plus tôt. La dette accumulait des intérêts à un taux qui aurait été criminel si McCarthy avait été le genre d'homme soucieux de ses subtilités juridiques. Chad effectuait les paiements minimums, mais McCarthy perdait patience. Travis sourit en lisant le rapport de surveillance. Chad n'était pas seulement désespéré financièrement. Il était endetté auprès de personnes dangereuses qui refusaient les excuses et ne négociaient pas de plan de paiement. Le divorce de Christina n'avait rien à voir avec l'amour, mais avec la survie. Fort de cette connaissance, Travis commença à resserrer le filet qu'il tissait autour de ses cibles. La première étape consistait à éliminer les revenus de Chad. Elite Air Service était fier de sa discrétion et de sa réputation. Ses clients fortunés payaient des tarifs élevés pour avoir l'assurance que leur voyage resterait confidentiel et que leur pilote serait irréprochable. Un pilote endetté auprès de figures du crime organisé serait un fardeau qu'il ne pourrait pas se permettre. Travis passa un simple coup de fil à Milton Brown, propriétaire d'une compagnie aérienne privée concurrente qui tentait de débaucher la clientèle d'Elite depuis des années. Travis avait fourni des services de construction pour le siège social de Milton et le connaissait suffisamment bien pour lui demander des faveurs. « J'ai des informations inquiétantes concernant l'un de vos concurrents, pilote », a déclaré Travis lors de leur déjeuner au Country Club. Ce genre d'informations susceptibles d'intéresser leur compagnie d'assurance et leur clientèle, Travis a partagé des extraits soigneusement révisés des renseignements de Stuart sur Chad, se concentrant sur les dettes de jeu et les associations criminelles, tout en omettant toute mention de la liaison ou de l'agression d'Emma. En moins de 48 heures, Elite Air Service a licencié Chad après que leur compagnie d'assurance a refusé de continuer à le couvrir. La phase 2 a ciblé le statut social et le réseau de soutien de Christina. La liaison de Christina avait été menée avec prudence, mais pas parfaitement. Stuart avait documenté plusieurs occasions où elle avait été vue avec Chad en public, notamment lors de déjeuners dans des restaurants fréquentés par leur cercle social. Travis a lancé une subtile campagne de guerre sociale, semant la suspicion et les ragots avec une précision chirurgicale. Un commentaire soigneusement formulé à Alicia Sullivan, dont le mari jouait au golf avec Travis et dont la femme déjeunait avec Christina chaque semaine. Une observation inquiète partagée avec l'épouse du docteur Roach lors du gala de charité de l'hôpital. Des questions déguisées en mari inquiet parlant à des amis communs.
À propos des récents sautes d'humeur et des absences inexpliquées de Christina. Travis n'a jamais directement accusé Christina d'adultère. Il a plutôt joué le rôle d'un mari inquiet du comportement de sa femme après l'accident de leur fille. Les rumeurs et spéculations qui ont suivi étaient entièrement générées par l'imagination de leurs cercles sociaux et leur goût du scandale. En moins de 2 semaines, Christina a dû répondre à des questions gênantes de la part de ses amis au sujet de son amitié avec un homme mystérieux avec lequel plusieurs personnes prétendaient l'avoir vu. Elle a commencé à rester plus souvent à la maison, à annuler ses sorties et à devenir de plus en plus paranoïaque à l'idée d'être surveillée. La 3e phase a été plus directe. Travis a commencé à tester la loyauté et l'honnêteté de Christina avec des scénarios soigneusement orchestrés. Il a annoncé à Christina qu'il prévoyait un week-end romantique pour célébrer la guérison d'Emma, puis a demandé à l'équipe de Grant de la suivre lorsqu'elle a inévitablement rencontré Chad pour discuter de la gestion de l'attention soudaine de Travis pour leur mariage. Les enregistrements audio de cette réunion ont révélé que Chad était de plus en plus dérangé à mesure que sa vie s'effondrait. C'est ta faute. La voix de Chad était dure, accusatrice. Tu étais censé gérer. L'affaire Emma se déroule discrètement. Elle se remet et parle à des gens. Maintenant, votre mari joue soudain le rôle d'un époux dévoué, et ma carrière est détruite. Je ne pouvais pas tuer ma propre fille. La voix de Christina était défensive, pleine de larmes. Vous n'étiez pas obligé de la tuer. Vous deviez juste vous assurer qu'elle ne s'en souvienne pas. Un oreiller sur son visage pendant quelques secondes, inconsciente, aurait causé des lésions cérébrales sans laisser de traces. Vous êtes fou, peu réaliste, et maintenant nous allons tous les deux payer pour votre sentimentalité. Travis a dû arrêter l'enregistrement à ce moment-là, les mains tremblantes de rage. Chad avait voulu que Christina étouffe Emma dans son lit d'hôpital pour lui infliger des lésions cérébrales permanentes. La malveillance désinvolte de cette suggestion était stupéfiante. Cette nuit-là, Travis a regardé sa fille. Endormi et a pris une décision qui allait au-delà de la justice ou de la vengeance. Certaines personnes ont perdu leur droit d'exister dès qu'elles ont choisi de prier pour des enfants. Chadston avait franchi cette limite, et Christina l'avait laissé faire. La phase finale du plan de Travis nécessiterait une action plus directe. Ron Shannon avait le pouvoir. Formation militaire et flexibilité morale pour gérer les besoins de Travis. Ils se rencontrèrent sur un chantier en dehors des heures de travail, entourés de la charpente squelettique de ce qui allait devenir un hôtel de luxe. Je veux que tu comprennes quelque chose, dit Travis, sa voix portant à travers l'espace bétonné vide. Tout ce que je vais te dire n'est jamais arrivé. Nous n'avons jamais eu cette conversation, et tu n'as jamais rien su de ces détails. Ron hocha la tête. Il avait déjà entendu des avertissements similaires. J'ai un problème qui doit être résolu définitivement. 2 problèmes, en fait. Des gens qui ont tenté d'assassiner ma fille et qui planifient de détruire ma famille. Travis expliqua la situation en détail, partageant des enregistrements audio et des photos sélectionnées documentant l'affaire, l'agression d'Emma et le désespoir croissant de Chad. Ron écouta sans commenter, son visage ne révélant rien. Que me demandes-tu de faire exactement, demanda Ron lorsque Travis eut terminé. Je te demande de m'aider à faire en sorte que ceux qui prient pour des enfants subissent les conséquences appropriées. Et ces conséquences seraient. Travis regarda Ron droit dans les yeux, celles qui garantissent qu'il ne menace plus jamais la famille de qui que ce soit. Ron resta silencieux un long moment, réfléchissant. Ce n'est pas du business, Travis. C'est personnel. Les emplois personnels comportent des risques et des coûts différents. Je comprends et je suis prêt à payer le prix nécessaire, y compris la possibilité que cela puisse détruire ta vie si ça tourne mal. Travis pensa au mot d'Emma caché dans sa paume. Au bruit de sa tête heurtant la commode, à Chad discutant de lésions cérébrales comme d'une stratégie commerciale. Ma vie était déjà détruite la nuit où ils ont blessé ma fille, dit Travis. Maintenant, je ne fais que décider combien de personnes vont subir ça. Ron hocha lentement la tête. Donne-moi 48 heures pour bien planifier tout ça. Et Travis, une fois ce sera fait, on n'en reparlera plus jamais. Plus jamais. Compris. Travis rentra chez lui en voiture à travers des rues désertes. Sa décision était prise et sa route tracée. Demain, il redeviendrait le mari dévoué, jouant son rôle à la perfection. Tandis que le piège qu'il avait tendu se refermait lentement autour de Christina et Chad, il détruisait sa famille pour l'argent et la commodité, traitant la vie de sa fille comme une victime acceptable dans leurs jeux égoïstes. Maintenant, ils allaient apprendre que Travis White n'était pas homme à accepter les victimes dans sa famille.
Il était un homme qui éliminait les menaces définitivement et sans pitié. La justice allait venir et elle serait absolue. Chapitre 6. Point de non-retour. La confrontation orchestrée par Travis atteignit enfin son paroxysme par un froid jeudi soir de novembre. Christina était de plus en plus agitée, son entourage continuant de bruisser des rumeurs sur ses absences mystérieuses et son comportement étrange. Le chômage de Chad l'avait rendu désespéré et imprudent, poussant Christina à prendre de plus grands risques dans leur relation. Travis avait passé des semaines à mettre en place les éléments de son plan. Et maintenant, il était temps de forcer la main à son adversaire. Il arriva plus tôt que d'habitude, son arrivée coïncidant avec l'un des appels téléphoniques prévus de Christina avec Chad. Il la trouva dans la chambre d'Emma, comme il s'y attendait, assise sur son lit, son téléphone collé à l'oreille. « Je dois y aller », dit Christina rapidement en entendant les pas de Travis dans le couloir. « On se parle demain. » Elle raccrocha et se tourna vers lui avec un sourire coupable qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu es rentré tôt. Ma famille m'a manqué. » Travis dit-il d'une voix juste assez soupçonneuse pour rendre Christina nerveuse. « À qui parles-tu ? » ? « À ma sœur. Elle a encore des problèmes avec son petit ami. » Travis hocha la tête, ajoutant un autre mensonge à sa collection. La sœur de Christina vivait à Portland et ne lui avait pas parlé depuis 2 ans, suite à une violente dispute d'argent. Dans la chambre d'Emma, je me sens proche d'elle. Pendant les pires jours à l'hôpital, j'ai cru la perdre. Être dans sa chambre m'aide à me rappeler qu'elle va bien. Elle va bien, dit Travis en s'asseyant à côté de Christina sur le lit d'Emma. On va tous bien. Tout ira bien. Christina s'appuya contre lui, et Travis se força à ne pas reculer sous son contact. Je t'aime, murmura-t-elle. Je sais que je n'ai pas été moi-même ces derniers temps, mais je vous aime, Emma et toi, plus que tout. Je sais, dit Travis en lui caressant les cheveux. Je vous aime aussi. Ces mots lui firent l'effet d'un acide dans la bouche, mais ils étaient nécessaires. Christina avait besoin de se croire en sécurité jusqu'au moment où elle réalisa qu'elle ne l'était pas. Ce soir-là, Travis mit les derniers éléments de son plan à exécution. Il envoya un SMS à Chad depuis un téléphone jetable, utilisant les informations que Stuart avait recueillies sur les méthodes de recouvrement de dettes de MC Carty. Paiement en retard. Rendez-vous demain soir à l'entrepôt d'Industrial Boulevard. Venez seul. Dernier avertissement. JM. Chad reconnaîtrait les initiales de Jake McCarty, le requin solitaire qui le pressait depuis des mois. Il supposerait que McCarty avait finalement perdu patience et réclamait la dette. Dans son état désespéré, Chad verrait cette rencontre soit comme une occasion de négocier un délai supplémentaire, soit comme une menace exigeant une intervention immédiate. Action. Quoi qu'il en soit, Chad viendrait. Travis avait également organisé un appel téléphonique du docteur Mitchell pour Christina le lendemain soir, l'informant que les derniers scanners cérébraux d'Emma avaient révélé des irrégularités inquiétantes nécessitant une discussion immédiate. Christina se précipiterait à l'hôpital où elle découvrirait que le docteur Mitchell assistait à une conférence médicale à Chicago et ne l'avait jamais appelé. Le temps que Christina réalise qu'elle avait été manipulée, il serait trop tard. L'entrepôt d'Industrial Boulevard était l'une des propriétés que Travis avait achetées des années plus tôt pour un projet immobilier qui avait échoué. Il était vide sur 2 hectares de terrain industriel, entouré d'autres bâtiments abandonnés et de terrains vagues. Pas de voisins, pas de témoins, et aucune caméra de sécurité que Travis ne contrôlait personnellement. Ron Shannon avait passé 3 jours à préparer le lieu, s'assurant que tout se déroulerait exactement comme prévu. L'entrepôt assurerait l'intimité nécessaire pour les travaux, et le crématorium industriel que Travis possédait par l'intermédiaire d'une filiale garantirait la disparition définitive de certains problèmes. Le vendredi soir arriva avec une chaleur inhabituelle, comme si la météo elle-même conspirait pour faciliter le travail de Travis. Il embrassa Christina au revoir avant de partir pour son urgence médicale inventée. Il regarda Emma disparaître dans sa chambre pour faire ses devoirs, puis se rendit à l'entrepôt pour attendre Chad Stone. Chad arriva à 20h47, au volant d'une voiture de location hors de prix et arborant un désespoir que Travis sentait à 50 mètres. Il se gara près de l'entrée principale et s'approcha prudemment de l'entrepôt, s'attendant visiblement à des ennuis, mais trop désespéré pour rester à l'écart. Travis sortit de l'ombre alors que Chad était à mi-chemin de la porte. « Bonjour, Chad. » Chad se retourna, son visage alternant rapidement entre confusion, reconnaissance et terreur. « Travis, qui es-tu ? Comment ai-je su pour toi et Christina ?
Travis dit simplement, je sais pour Emma. Je sais tout. La main de Chad se dirigea vers la poche de sa veste. Mais Travis fut plus rapide, sortant une arme avec l'efficacité et la fluidité de quelqu'un qui avait beaucoup utilisé des armes à feu lors de ses travaux de construction dans des quartiers difficiles. Je ne le ferai pas, dit Travis calmement. Il faut qu'on parle. Écoute, Travis, je peux t'expliquer. Tu peux m'expliquer comment tu as convaincu ma femme de t'aider à agresser ma fille. Tu peux m'expliquer comment tu as envisagé de la tuer dans son lit d'hôpital pour brouiller les pistes. S'il te plaît, je suis fasciné par ton explication. Le visage de Chad devint blanc en réalisant tout ce que Travis savait. Tu portes un micro. C'est un piège. Pas de micro. Pas de piège. Juste une conversation entre deux hommes au sujet de la tentative de meurtre d'une adolescente de 16 ans. C'était un accident. Emma est tombée. Emma n'est pas tombée. Chad, toi et Christina l'avez agressée lorsqu'elle a découvert ta liaison. Puis tu l'as portée en bas et tu as monté une scène pour couvrir ton crime. J'ai tout filmé. Le mensonge est venu facilement, et la réaction de Chad a confirmé son efficacité. Il tituba en arrière, le visage paniqué. Impossible. Il n'y avait pas de caméra. Emma en avait installé une dans sa chambre. Elle avait 16 ans. Chad, 16 ans, et vous avez contribué à l'agresser parce qu'elle menaçait votre relation avec une femme mariée. La tentative désespérée de fuite de Chad a été interrompue avant même d'avoir commencé. Ron Shannon est sorti de derrière la voiture de location de Chad, lui bloquant la voie de fuite. Ron mesurait 1,93 mètres et était bâti comme l'expert en démolition militaire qu'il avait été. Chad était pilote et passait le plus clair de son temps assis dans des cockpits d'avion. À l'intérieur, dit Travis en désignant la porte de l'entrepôt. Nous avons beaucoup de choses à discuter. L'entrepôt était vide, à l'exception d'une table pliante, de 2 chaises et de plusieurs objets que Chad ne voulait pas examiner de trop près. Travis avait appris les techniques d'interrogatoire au cours de ses années passées à gérer l'espionnage industriel et les conflits du travail. Certaines leçons exigeaient des instructions plus directes que d'autres. « Assieds-toi », ordonna Travis d'une voix autoritaire, habitué à être obéi. Chad s'assit lourdement sur une chaise, les mains tremblantes, le regard fixé. « Travis. Que veux-tu ? » ? « Je veux que justice soit rendue à ma fille. Je veux que Christina et toi répondiez de ce qu'on lui a fait. On peut trouver une solution. Je vais disparaître. Déménager à l'autre bout du pays. Christina ne me reverra plus jamais. Tu vas disparaître, approuva Travis. Mais pas comme tu le penses. Travis sortit son téléphone et passa un des enregistrements audio que l'équipe de Grant avait enregistrés. La voix de Chad emplit l'entrepôt. On aurait peut-être dû finir à l'hôpital. Il fit comme si c'était des complications liées à ses blessures. Chad ferma les yeux, ses propres mots le condamnant. Tu ne comprends pas. J'étais désespéré. Christina allait me quitter si Emma te parlait de nous. Je n'avais pas les idées claires. Tu pensais à tuer un enfant pour protéger ta liaison. Je ne l'aurais jamais fait. Ce n'était que des paroles. Tu as parlé d'étouffer ma fille pour lui causer des lésions cérébrales. Ce n'était pas que des paroles, Chad. C'était de la planification. Travis fit le tour de la table, ses pas résonnant dans l'espace vide. Sais-tu ce que j'ai construit, Chad ? J'ai commencé de rien et j'ai créé un empire valant des centaines de millions de dollars. J'y suis parvenu en comprenant que certains problèmes nécessitent des solutions permanentes. Travis, je t'en prie. Tu as commis une erreur en choisissant ma famille comme cible. Mais ta plus grave erreur a été de croire que tu pouvais faire du mal à ma fille et t'en tirer. Travis fit un signe de tête à Ron, qui avança avec l'efficacité experte de quelqu'un qui suit un plan bien rodé. Les cris de Chad résonnèrent dans l'entrepôt pendant exactement 43 minutes avant de s'arrêter définitivement. Travis n'éprouva aucune satisfaction, aucun sentiment de conclusion ou de soulagement. Il ressentait seulement la froide certitude qu'Emma était en sécurité et que Chadston ne menacerait plus jamais une autre famille. C'était maintenant au tour de Christina. Chapitre 7. Le jugement dernier. Christina rentra chez elle après son infructueux séjour à l'hôpital et trouva Travis assis dans son bureau, apparemment en train de travailler tard sur des contrats de construction. Elle frappa doucement à la porte, le visage soigneusement composé, un masque de confusion et d'inquiétude. « Comment sont les papiers ?» demanda-t-elle en s'installant sur la chaise en face de son bureau, comme Emma l'avait fait tant de fois ces dernières semaines.
Tedious, mais nécessaire, répondit Travis sans lever les yeux. Comment ça s'est passé à l'hôpital? C'est étrange. Quand je suis arrivé, ils ont dit que le docteur Mitchell était à une conférence à Chicago. Personne ne savait rien des scanners cérébraux anormaux ni de la nécessité de la visite d'Emma. Travis fronça les sourcils et la regarda enfin dans les yeux. C'est étrange. Êtes-vous sûr d'avoir bien entendu le message? J'en suis certain. L'appelant a précisément dit qu'il était le docteur Mitchell et que les scanners d'Emma montraient des irrégularités nécessitant une intervention immédiate. Il devait y avoir une confusion. Les cabinets médicaux sont connus pour leurs problèmes de communication. Christina hocha la tête, mais Travis voyait les choses tourner derrière elle. Elle commençait à soupçonner que l'appel avait été intentionnellement faux, même si elle ne comprenait pas encore pourquoi quelqu'un voudrait la tirer loin de chez elle. Où est Emma? Demanda Christina. Dormi. Elle a eu un mal de tête tout à l'heure et a pris des médicaments. Je devrais aller la voir. Je l'ai déjà fait. Elle va bien. Christina se rassit dans son fauteuil, et Travis reprit son numéro de révision des contrats tout en observant attentivement chaque micro-expression qui traversait le visage de sa femme. Elle était nerveuse, méfiante, mais pas encore vraiment effrayée. Ça changerait bientôt, Christina, dit Travis après plusieurs minutes de silence confortable. J'ai repensé à notre conversation d'hier, à propos de ce week-end pour fêter la guérison d'Emma. Qu'en penses-tu? Je pense qu'on devrait inviter Chadstone. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Le visage de Christina devint blanc. Ses mains agrippèrent si fort les accoudoirs de son fauteuil que ses jointures transparaissaient. Je suis désolé. Que as-tu dit? Chadstone, ton petit ami, le pilote avec qui tu couches depuis 18 mois. J'ai pensé que ce serait bien de l'inclure dans notre fête de famille. La bouche de Christina s'ouvrit et se referma plusieurs fois sans produire de son. Travis put voir le moment où son esprit cessa de traiter les informations et où la panique s'empara de lui. Travis, je ne sais pas ce que tu es, Christina. La voix de Travis était douce, presque doux. Nous savons tous les deux exactement de quoi je parle. La question est de savoir si tu vas continuer à mentir. Christina le fixa un long moment, et Travis la regarda passer mentalement en revue différentes stratégies, déni, détournement, attaque, aveu. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix n'était plus qu'un murmure. Depuis combien de temps le sais-tu? Je sais tout depuis la nuit où Emma a été agressée. Agressée. La voix de Christina se brisa. Emma tomba dans les escaliers. Elle était somnambule. Emma avait installé une caméra dans sa chambre 3 semaines avant son accident. Elle soupçonnait que tu avais une liaison et voulait des preuves pour te confronter. Ce qu'elle a capturé, c'était un complot et une tentative de meurtre. Travis ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une tablette, mettant en file d'attente les images vidéo de la chambre d'Emma. Il tourna l'écran vers Christina et appuya sur lecture. Christina se vit entrer dans la chambre d'Emma 18 mois plus tôt pour l'un de ses appels téléphoniques avec Chad. Son visage pâlit progressivement tandis que Travis avançait rapidement à travers des semaines d'adultère, de mensonges et de séances de planification documentées pour elle. Divorce. Ce n'est pas. On n'était pas divorcés. Les mots de Christina s'éteignirent tandis qu'elle se regardait à l'écran, complotant la destruction financière de Travis avec son amant. Voici mon passage préféré, dit Travis, avançant vers les images de la nuit de l'agression d'Emma. Christina regarda avec horreur la caméra les filmer, elle et Chad, entrés dans la chambre d'Emma, confronter leur fille et la violente bagarre qui se termina par une Emma inconsciente et en sang. Elle regarda Chad sortir le corps d'Emma du champ pendant qu'elle rassemblait des preuves et préparait leur couverture. On ne voulait pas que ça arrive, murmura Christina. Emma allait tout gâcher. Chad dit qu'elle avait juste besoin d'avoir peur, pas de souffrir. Chad dit beaucoup de choses. Il dit aussi, tu aurais dû étouffer Emma dans son lit d'hôpital pour qu'elle subisse des lésions cérébrales permanentes. La tête de Christina se releva brusquement. Ce n'est pas vrai. Je ne le ferai jamais. Travis a fait écouter l'enregistrement audio de la suggestion de Chad d'utiliser un oreiller pour provoquer des lésions cérébrales, suivi des faibles protestations de Christina et de sa capitulation finale devant la logique de Chad. Tu n'as pas dit non, Christina. Tu as dit que tu ne pouvais pas le faire seule, ce qui est très différent de refuser de laisser faire. Christina pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage en réalisant toute l'ampleur de ce que Travis avait documenté. Où as-tu trouvé ces enregistrements?
Je vous observe tous les deux depuis des semaines. Chaque rencontre, chaque appel téléphonique, chaque instant où vous vous pensiez en sécurité. Travis, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu es tombé amoureux d'un homme qui voulait assassiner notre fille? Comment tu l'as aidé à agresser une adolescente de 16 ans pour protéger ta liaison? Comment tu es resté dans cette chambre d'hôpital à faire semblant d'être en deuil tout en prévoyant de prendre la moitié de tout ce que j'avais construit? Les sanglots de Christina s'intensifièrent, son corps tout entier tremblant sous la force de son effondrement. Je n'ai jamais voulu qu'Emma soit blessée. Je l'aime. Je vous aime tous les deux. Vous avez une façon intéressante de montrer l'amour. Où est Chad? Demanda Christina soudainement, ses larmes s'arrêtant alors qu'une nouvelle peur s'installait. Il était censé m'appeler il y a des heures. Chad n'appellera plus personne. La simple déclaration a frappé Christina comme un coup physique. Elle regarda Travis avec une compréhension et une terreur croissante. Que as-tu fait? J'ai résolu un problème. Travis, qu'avez-vous fait à Chad? J'ai veillé à ce qu'il ne menace plus jamais ma famille. Christina s'est lancée à travers le bureau, ses ongles manucurés visant les yeux de Travis comme instinct maternel et désespoir coupable combinés en pure fureur. Travis a attrapé ses poignets facilement, la tenant à la longueur des bras pendant qu'elle criait et battait. Vous l'avez tué. Vous l'avez assassiné. J'ai protégé ma fille de quelqu'un qui voulait l'étouffer dans son lit d'hôpital. Il n'était pas sérieux à ce sujet. Il avait juste peur et parlait de fou. Avez-vous aussi peur, lorsque vous l'avez aidé à transporter le corps inconscient d'Emma en bas? Vous parliez simplement fou lorsque vous avez discuté à quel point ce serait pratique si elle ne se réveillait jamais? Le combat de Christina est sorti d'elle à la fois, la laissant s'effondrer sur le bureau de Travis comme une poupée cassée. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous faites un choix. Travis libéra ses poignets et se pencha en arrière sur sa chaise, regardant sa femme de 16 ans avec la même analyse détachée qu'il a appliquée aux négociations commerciales hostiles. Choix. Vous pouvez avouer à la police ce que vous et Chad a fait à Emma. Prenez la responsabilité de vos crimes et acceptez la punition que le système judiciaire décide. Emma témoignera de ce dont elle se souvient et les enregistrements audio soutenant son témoignage. Ou vous pouvez disparaître ce soir en permanence. Ne contactez plus jamais Emma ou moi. Ne retournez jamais dans cet état et passez le reste de votre vie quelque part loin de la famille que vous avez détruite. Christina le regarda. Vous me donnez une chance de courir. Je vous donne une chance de prendre la première décision désintéressée que vous avez prise en 18 mois. Emma croit que sa mère a fait une terrible erreur, mais n'est pas fondamentalement mauvaise. Si vous disparaissez, elle peut continuer à le croire. Si vous forcez un procès, elle devra témoigner sur la recherche de sa mère aidée à l'agresser. Selon vous, ce qui est mieux pour une fillette de 16 ans qui a déjà trop traversé? Si je cours, tout le monde supposera que je suis coupable. Vous êtes coupable, Christina. La question est de savoir si vous voulez qu'Emma ait pour revivre vos crimes dans une salle d'audience. Christina était silencieuse pendant longtemps, regardant ses mains pendant que Travis attendait patiemment. Quand elle a finalement levé les yeux, son visage était STRE avec des larmes, mais se déroulant avec démission. Si je choisis de partir, quelle garantie ai-je que vous ne viendrez pas après moi plus tard? Vous n'obtenez pas de garantie. Vous obtenez une longueur d'avance et les connaissances que tant que vous ne contactez plus jamais ma famille, je considérerai notre entreprise terminée. Et si j'essaie de revenir, Travis sourit et Christina tressaillit la froideur de son expression. Ensuite, vous rejoindrez Chad et Emma devra vivre avec un orphelin. Choisissez judicieusement. Christina acquiesça lentement. J'ai besoin d'emballer certaines choses. Vous avez 30 minutes. Prenez seulement ce que vous pouvez porter dans une seule valise. Laissez votre alliance, vos cartes de crédit et tout ce qui vous connecte à cette famille. Et l'argent? Vous auriez dû y penser avant de choisir de détruire votre mariage pour un homme qui voulait assassiner votre fille. Travis a regardé Christina monter les escaliers dans leur chambre pour la dernière fois. Écoutez-la se déplacer au-dessus, rassemblant les restes d'une vie qu'elle avait jetée pour une affaire qui lui avait tout coûté. 28 minutes plus tard, Christina est descendue les escaliers avec une seule valise et les yeux creux de quelqu'un qui avait finalement saisi l'ampleur de ses pertes. Je veux dire au revoir à Emma. Non, Travis, s'il vous plaît. C'est ma fille. C'était ta fille. Vous avez perdu cette relation lorsque vous avez choisi le Tchad sur sa sécurité. Le visage de Christina se froissait à nouveau,
mais elle n'a pas discuté. Elle a compris que Travis détenait tout le pouvoir maintenant, et toute tentative de négociation ne ferait qu'aggraver sa situation. Voulez-vous lui dire? Voulez-vous lui dire que je suis désolé? Je lui dirai que vous avez fait votre choix. Christina hocha la tête et se dirigea vers la porte d'entrée sur les jambes instables. Elle s'arrêta au seuil, en regardant en arrière à la maison qu'elle avait partagée avec Travis pendant 15 ans. Je t'aimais, murmura-t-elle. Vous deux. Quoi que vous croyiez d'autre, sachez que je t'aimais. L'amour est ce que vous faites, pas ce que vous dites, répondit Travis. Et ce que vous avez fait a été de choisir de blesser les gens qui vous faisaient le plus confiance. Christina est sortie dans la nuit et Travis a verrouillé la porte derrière elle. Il ne la reverrait plus jamais. Travis a grimpé les escaliers dans la chambre d'Emma et l'a trouvée assise sur son lit, toujours habillée et clairement éveillée malgré sa revendication antérieure qu'elle dormait. « Avez-vous entendu tout cela ?» il a demandé. La plupart. La voix d'Emma était stable, mais Travis pouvait voir la douleur dans ses yeux. Le Chad est-il vraiment mort? Oui, et maman est partie pour toujours. Emma acquiesça lentement, traitant la fin de la seule vie qu'elle ait jamais connue. Pensez-vous qu'elle nous aimait vraiment? Travis était assis sur le lit à côté de sa fille, choisissant soigneusement ses paroles. Je pense qu'elle aimait l'idée de nous. Mais quand est venu le temps de choisir entre sa famille et ses désirs égoïstes, nous avons vu ce qui comptait le plus pour elle. La police viendra-t-elle poser des questions? Probablement. Mais Chad était endetté envers les personnes dangereuses. Et la disparition de votre mère ressemblera à une femme qui s'enfuit du scandale. Sans corps ni preuve, il n'y a rien à enquêter. Emma se pencha contre l'épaule de son père et Travis enroula son bras autour d'elle. Ils étaient assis dans un silence confortable. Deux survivants d'une guerre qu'ils n'avaient jamais voulu combattre. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Emma. Maintenant, nous guérissons. Nous reconstruisons. Et nous nous souvenons que la famille signifie se protéger, peu importe ce que cela coûte. Serons-nous d'accord? Travis a regardé autour de la chambre d'Emma où les caméras cachées avaient documenté la destruction de leur famille et les preuves qui lui avaient permis de faire la justice pour sa fille. Nous serons mieux que d'accord, a-t-il dit. Nous serons libres. Chapitre 8. Enslash. 6 mois après la disparition de Christina, Travis et Emma s'étaient installés dans une nouvelle routine qui ressemblait peu à leur vie familiale précédente. Ils ont dîné ensemble tous les soirs. Emma a aidé Travis à examiner les contrats de construction pendant qu'elle faisait ses devoirs, et ils ont développé une compréhension tacite que certains sujets étaient permanemment fermés à la discussion. L'enquête policière sur la disparition de Chad Stone avait procédé exactement comme Travis l'avait prévu. Les dettes et les liens de jeu de Chad avec les chiffres du crime organisé ont fourni des suspects et des motifs prêts à l'adultère de banlieue. Jake McCarthy, le Lone Shark Chad avait dû de l'argent, avait été largement remis en question mais libéré lorsque son alibi s'est avéré à faire. Alibi que Travis avait contribué à assurer une manipulation minutieuse des images de sécurité et des témoignages de témoins. L'absence de Christina avait été expliquée par un récit soigneusement conçu d'une femme submergée par le rétablissement de sa fille et le stress de son mariage. Travis a joué le rôle du mari abandonné exprimant parfaitement les blessures et la confusion quant au départ soudain de sa femme tout en maintenant la dignité face à des rumeurs évidentes d'adultère. Les documents de divorce ont été déposés par Nathaniel Roach, citant l'abandon et l'adultère auprès de Christina a servi à travers des avis de publication lorsqu'elle ne pouvait pas être située pour un service personnel. La procédure se terminerait dans quelques mois, laissant Travis avec la garde complète d'Emma et le contrôle total de ses actifs. Mais le sentiment de sécurité de Travis a été brisé un mercredi soir où Emma a répondu au téléphone alors qu'il examinait des contrats dans son bureau. « Papa. » Emma a appelé de la cuisine, sa voix portant une tension étrange. « Il y a quelqu'un au téléphone pour vous. » Elle dit qu'elle est la sœur de Christina. Travis sentit l'eau glacée courir dans ses veines. La sœur de Christina, Latoya Valenzuela, vivait à Portland et n'avait pas parlé à